Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Champion. Et c'est à chaque fois un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la Sen TV pour parler d'hommes et de femmes exceptionnels. Et notre invité d'aujourd'hui est une personne dont le nom inspire respect à travers le monde. Connu et reconnu pour son ouverture d'esprit et son intelligence, il est un prince dans la communauté des savants. Il a fait les grandes écoles, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, Sorbonne, Harvard, et il reste dans l'imaginaire populaire comme ce jeune sourd-muet qui a décroché l'agrégation à seulement 22 ans. Il a commencé sa carrière d'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de philosophie, tout en étant conseiller du président Abdou Diouf pour l'éducation et la culture. Il s'est par la suite expatrié aux États-Unis, où il exerce la même profession, d'abord à Northwest University de Chicago, puis au département français de philosophie de Columbia University. Au Sénégal, son avis et son expertise sont toujours sollicités et il a eu à présider en 2013 la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur et en cette année 2015, il a été choisi comme parrain du concours général pour servir d'exemple aux lauréats. Cet homme, c'est le professeur Souleymane Bachir Diagne que nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de Champion. Professeur. Bonsoir. Professeur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me l'avoir adressé, c'est un plaisir d'être ici. Et merci également à ce public qui s'est déplacé pour assister à cette émission, un public où on retrouve des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une université que vous connaissez très bien. C'est la mienne. Tout à fait. Et également des membres de l'association Djeder de Ndayab Sanying. Tout à l'heure, je disais, professeur, en terminant mon introduction, que vous êtes le parrain de l'édition du concours général de cette année 2015. Ça a certainement dû vous rappeler bien des souvenirs. Ça m'a ramené plusieurs décennies en arrière, effectivement, à l'époque où j'étais moi-même jeune lauréat du concours général, où j'avais eu le plaisir de recevoir une poignée de main d'abord du président Léopold Sédar Senghor et la distinction que les prix de concours général m'avaient valu. Et donc c'est avec plaisir que j'ai retrouvé aujourd'hui, donc déjà le 30 juillet, et puis aujourd'hui pendant une autre cérémonie qui fêtait nos jeunes lauréats, ces garçons et filles qui sont maintenant mes enfants, mes neveux et nièces, pour fêter avec eux cette joie qui est la leur et qui est celle de leurs parents. Pour ce concours général, pour cette édition, il n'y a pas eu de prix de philosophie. Vous avez eu ce prix, vous êtes aujourd'hui limité en la matière. Quelle appréciation vous faites de ça? Écoutez, ça, évidemment, quand on m'a d'abord annoncé, il y a quelques semaines, j'étais au moment où on a su les résultats du concours général, j'étais dans l'État de New York, pas dans la ville de New York, mais dans le nord de l'État de New York. Évidemment, j'étais consterné en me disant, ça y est, pour une fois que je suis parrain d'un concours général aussi prestigieux, tout à fait, je n'aurai pas le plaisir d'adresser mes félicitations à un lauréat ou une lauréate en philosophie. C'est malheureusement le reflet un peu de notre système éducatif. La philosophie, vous savez, est une discipline, j'aime à l'appeler la discipline reine. Discipline reine au sens où c'est un couronnement. C'est une discipline qui arrive au terme du parcours secondaire et c'est une discipline qui, en principe, permet aux étudiants, aux élèves, en terminale, de mettre en œuvre une argumentation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est véritablement le point d'aboutissement de ce qu'ils ont appris pendant leur cursus jusque-là, l'enseignement élémentaire puis l'enseignement secondaire. Et il est regrettable que cette discipline-là n'ait pas fait l'objet de distinction, de prix au concours général. Mais par ailleurs, je ne me fixe pas seulement sur la philosophie, je n'en fais pas une obsession. J'étais ravi de fêter les lauréats qui ont obtenu des prix dans toutes les disciplines, dans toutes les autres disciplines. En mathématiques, j'en étais ravi. J'étais ravi de serrer la main de cette magnifique jeune fille Abika, qui a eu les prix dans les humanités classiques, français, latin, grec, et puis tous les autres lauréats. Et j'ai eu grand plaisir aujourd'hui, justement, à prendre une photo de famille
avec tous les lauréats, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire pendant la cérémonie officielle. Tout à fait. Et nous allons d'ailleurs revenir largement sur la philosophie, puisqu'aujourd'hui, dans le monde entier, on ne peut pas parler de philosophie sans faire référence au professeur Souleymane Bachir Diagne. Mais lorsqu'on vous écoute, on est séduit par votre éloquence et par votre savoir. Comment vous avez réussi à l'avoir? Vous l'avez construit? C'est quelque chose d'inné que vous avez développé? Rien n'est véritablement inné. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de mettre en œuvre dans la réflexion philosophique une argumentation. Il y a des techniques d'argumentation. C'est en cela que la philosophie, cela s'apprend. On n'est pas naturellement philosophe, personne n'est naturellement philosophe. Cela s'apprend, ça veut dire que c'est quelque chose qui se pratique au contact d'un certain nombre de textes, les grands textes de la littérature philosophique universelle, qui nous offrent la réflexion de grands penseurs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et lorsqu'on se frotte à ces grands penseurs, on se forme soi-même à la réflexion, à la méditation et à l'explication. En plus, le fait que je sois enseignant, je suis véritablement enseignant jusqu'à la moelle épinière. J'adore enseigner, c'est ce qui m'enthousiasme, c'est ce qui fait l'objet de ma passion et c'est l'unique objet de ma passion. Et donc, j'adore expliquer. J'ai toujours aimé expliquer depuis que je suis tout jeune et j'aime me faire comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ma formation en philosophie, j'ai été à très bonne école. J'ai été véritablement, j'ai eu la chance d'aller dans les meilleures écoles de formation. Cela combiné à l'enthousiasme que vous avez, la passion que j'ai d'expliquer, de faire comprendre, de convaincre, de persuader. Tout cela donne, je pense, ce que vous avez gentiment appelé mon éloquence, qui est simplement la traduction de ma volonté de me faire comprendre. De me faire comprendre. Et justement, il y a un de vos amis, Fossémou Pategui, qui disait que Bachir est l'un des rares philosophes qui parle aussi bien qu'il écrit. Puisque généralement, on dit que les philosophes sont compliqués, ils sont dans leur monde, ils ont leurs termes, ils sont difficiles à comprendre, mais vous avez cette aptitude à vous faire comprendre facilement par tout le monde. Ça, c'est le meilleur compliment que vous puissiez faire à un enseignant. Et je suis heureux que vous ayez évoqué la mémoire de mon ami, de mon frère, de mon plus que frère, Sémou Pategui. Pour ce qui est de l'art de parler ou de l'art d'écrire, je suis également un amoureux des mots. Et ça, c'est vrai. La philosophie, c'est une opération qui se mène dans la langue, qui se mène au plus près de la langue. Et il faut non seulement aimer les idées, mais il faut aimer les mots également pour faire de la philosophie. Et je suis heureux que les mots soient dociles à ma volonté et puissent servir ma pensée et la servir avec clarté et j'espère avec élégance. Tout le monde apprécie. Et nous allons maintenant, à travers ce reportage, nous avons essayé de retracer quelques faits saillants du parcours de notre invité. Un parcours comme tout élève rêve d'en avoir et qui lui vaut aujourd'hui donc une reconnaissance mondiale et un statut de penseur qui traverse le temps. Ce reportage, Souleymane Bachir Diagne, ou quand la philosophie est une clé pour comprendre l'existence. Reportage signé ST Média. En ce jeudi 30 juillet 2015, la grande salle du Grand Théâtre est transformée le temps d'une matinée en un panthéon du savoir. C'est la cérémonie de distribution des prix du concours général. Cette édition de 2015 est présidée par le président Macky Sall et a comme parrain le professeur Souleymane Bachir Diagne. La vérité, c'est que El Bachir, vous êtes un génie à l'inspiration inépuisable qui a su si admirablement réconcilier la mathématique et la philosophie. La vérité, c'est que Diagne, à l'Académie universelle du savoir, qui transcende le temps et l'espace, vous avez fini de vous installer confortablement sur un siège indéboulonnable d'immortel. Cette cérémonie qui ponctue la fin de l'année scolaire en primant les meilleurs élèves du Sénégal
peut être considéré comme une étape dans l'histoire de ce professeur de philosophie mondialement connu et respecté au-delà même des cercles intellectuels. Il y a quelques décennies, il était à la place de ses jeunes élèves pour recevoir le prix de philosophie devant le président de la République de l'époque, feu Léopold Sédar Senghor, qui l'avait d'ailleurs beaucoup impressionné et séduit. Et tout le bien que le défunt président de la République avait pensé de ce jeune garçon s'est par la suite confirmé. Après son baccalauréat au lycée Van Vollenhoven, rebaptisé depuis Lamine Gueye, il sera admis en classe préparatoire Hippo Cagne et Cagne au lycée Louis le Grand de Paris, suivant presque un demi-siècle plus tard les pas de Léopold Sédar Senghor. De son parcours supérieur, Souleymane Bachir Diagne pourrait donner des complexes à n'importe quel élève dans le monde. Il entre à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où il aura parmi ses professeurs Jacques Derrida et Louis Althusser. Il fera par la suite une année à Harvard aux États-Unis avant d'aller à la Sorbonne où il passera son doctorat de 3e cycle en 1982. Mais Souleymane Bachir Diagne reste dans l'imaginaire populaire comme le surdoué qui a décroché l'agrégation de philosophie à seulement 22 ans. Un brillant esprit doté d'une vaste culture mais qui est resté d'une simplicité extraordinaire. J'ai toujours été frappé par son humilité et la profondeur aussi de ses analyses. Et ça, c'est très important. Et l'autre aspect, c'est le fait aussi vraiment de vouloir, d'être disponible et à partager toujours son savoir avec la nouvelle génération. L'une des étapes importantes de l'histoire de Souleymane Bachir Diagne, c'est aussi son passage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de philosophie, où il a enseigné pendant 20 ans. L'un de ses anciens étudiants, Eladji Amidou Kassé, aujourd'hui conseiller du président de la République Macky Sall, jette un regard dans le rétroviseur et nous parle de la perception qu'il avait de l'enseignement du professeur Diagne. Il nous avait en logique mathématique. Et cet enseignement consistait à nous approprier les structures formelles du vrai. Ce qui nous a frappé, ou en tout cas ce qui m'a frappé personnellement, c'était la simplicité avec laquelle le professeur Diagne s'exprimait. On pensait aux jeunes agrégés de philosophie, compliqués à souhait, ardus, mais nous avons trouvé quelqu'un dont le langage était très accessible, très simple, ce qui est une performance pour un philosophe. Les philosophes étant perçus comme des gens à part, avec leur propre jargon, leur langage très compliqué et très recherché. Et c'est lorsqu'il était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que le président de la République Abdou Diouf l'a pris comme conseiller pour l'éducation et la culture. C'était de 1993 à 1999. Une étiquette de plus pour le professeur Diagne, dont les enseignements et les travaux lui avaient déjà donné la dimension d'un intellectuel de très haut niveau, apprécié au-delà des frontières du Sénégal. En tant que jeune chercheur africain, j'ai commencé à entendre parler de Bachir Diagne, parce que quand j'ai intégré le Code syrien en 1998, j'ai commencé déjà à entendre parler de ce nom. Je me dis Bachir Diagne, et j'ai beaucoup lu Bachir Diagne, et c'est pratiquement 7 ans plus tard, pratiquement en 2005, que je l'ai rencontré. Je me disais que c'était un monsieur compliqué, difficile à approcher, mais finalement je me suis rendu compte que c'était un monsieur très cool, très sympa d'ailleurs. Et l'autre expérience qui m'a beaucoup marqué de Bachir, c'est quand j'ai vu sa simplicité à Rabat en 2011. Il a fait une conférence inaugurale, il a parlé dans toute il a commencé d'abord en français. Il dit c'est vrai, j'enseigne aux États-Unis, je fais la communication en anglais, mais je suis d'abord à l'aise en parlant en français. Et ça c'est d'abord la dimension interculturalité que je vois en lui, c'est un monsieur. Bon, je comprends aussi, c'est le fait, vous savez, les philosophes ils sont compliqués, hein? C'est des gens qui sont là toujours en train de philosopher. Et ce qui intéresse dans l'œuvre de Bachir Diagne, parce que ce n'est pas un Sénégalais en fait. Pour moi, c'est un panafricain. Parce que son œuvre, quand vous voyez, il essaie un peu de s'interroger sur la philosophie africaine. Pas seulement pour une réalité, mais il regarde un peu toutes ces dimensions. Et vous voyez son dernier ouvrage, vous voyez que j'ai même son dernier ouvrage, hein, L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique, où il essaie un peu de revenir sur cette problématique qu'on parle aujourd'hui de la philosophie africaine. C'est un débat qui date, on a parlé des professeurs de Polio Tonji, les autres, et tous ces grands débats à l'ouest, mais au nord. Mais lui, il revient pour voir que nous avons des perspectives. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre de Bachir Diagne, en le lisant, j'ai beaucoup apprécié sur l'islam. Il a beaucoup discuté. Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est pas un spécialiste, un islamologue, parce qu'il est tellement engagé lorsqu'il parle de l'islam. Bon, je comprends certainement la dimension culturelle, hein. Mais pour moi, c'est un savant. C'est un savant. Parce
parce que son œuvre est incomparable. Pourtant, Souleymane Bachir Diagne a malgré lui symbolisé la fuite des cerveaux. Lorsqu'il a décidé d'aller s'installer aux États-Unis en 2000, cela a fait l'objet de commentaires les plus divers. Mais pour El Hadji Hamidou Kassé, tout comme Ibrahima Sall, avec l'évolution que connaît le monde, on peut ne pas considérer cela comme une fuite de cerveau. En tant que son ancien étudiant en philosophie, c'est vrai que c'est regrettable que des esprits de ce genre partent de l'université de Dakar. Mais il me semble aussi qu'il faille relativiser, parce qu'aujourd'hui, l'appropriation de la science ou des connaissances en général ne dépend plus de l'espace dans lequel on se situe. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont créé ce qu'on pourrait appeler le village globalisé de la science. Et donc, chacun peut y accéder comme il veut. Donc, que le professeur Souleymane Bachir Diagne soit à Dakar, aux États-Unis, à Paris ou ailleurs, à mon avis, ça ne change pas grand-chose, si tant est que l'université de Dakar lui-même se donne les moyens d'être dans ce gros village de la science, ce gros village globalisé de la science. Premièrement. Deuxièmement, le professeur Souleymane Bachir Diagne, aussi loin qu'il puisse être, produit des idées, il produit des textes. Or, les textes n'ont pas de frontières, les textes ne connaissent pas les frontières. Avec la science, avec les idées, avec les livres, avec les textes, il y a une sorte d'effacement des frontières. Nous avons besoin de lui pour aider à éclaircir un certain nombre de questions. On fait appel à lui. L'ouvrage L'encre des savants, c'est le connaisseur qui lui a demandé de regarder la production que nous avons faite sur les questions relatives un petit peu à la philosophie et à la pensée africaine et essayer d'en faire une synthèse, en même temps mettre ça dans le contexte de la production de savoir au niveau mondial sur la question. Et il l'a fait brillamment. Sur cette installation aux États-Unis, Abderrahmane Wane a eu à assister à son cours inaugural à Columbia University. Il nous raconte. Son premier cours inaugural m'a trouvé à Columbia et j'avais un regard de journaliste, donc je pouvais voir comment est-ce que l'influence qu'il avait et comment les gens réagissaient à son cours. Et après ça, nous avons eu à développer des relations de grands frères et de petits frères. Souleymane Bachir Diagne, comme Ousmane Khan, comme Mamadou Diouf, comme Mariam Iyansi, professeur Kondé aussi, Mahmoud Mamdani, font partie de ceux qui font notre fierté. On était très fiers de dire que Souleymane était quand même un Africain, qu'il était un frère du Sénégal et qu'il faisait partie des grands penseurs de ce monde. Et je pense qu'il est plus valorisé, respecté à l'extérieur qu'il l'est au Sénégal. Souleymane Bachir Diagne, c'est aussi quelqu'un capable d'embrasser des domaines différents. Un sentiment largement partagé par la plupart des personnes qui ont eu à le côtoyer. Depuis quelques années, moi j'ai suivi notamment jusqu'à sa relecture ou sa lecture de Mohamed Iqbal, la société ouverte ou la société en mouvement. Ça m'avait d'ailleurs un peu étonné, me disant comment le lecteur de Boule qu'il est, logicien pur et dur, et a une bonne maîtrise des mathématiques de son temps, comment pouvait-il passer du registre aussi rigide, aussi ardu, aussi rationnel que les mathématiques, la logique, à la philosophie en islam. Ça m'avait un peu étonné, mais bon, ça entre dans ce que j'ai appelé tantôt la pensée extrêmement ouverte du professeur Souleymane Bachir Diagne, une pensée très flexible qui considère aussi la philosophie non pas comme de la spéculation pure, mais aussi comme ensemble d'interrogations et de tentatives de réponse aux questions que pose le temps, notre temps notamment. Et de ce point de vue, on peut également relever sa grande capacité à interroger les cultures africaines dans le rapport au développement. Ça, il a fait des travaux là-dessus et il a émis des hypothèses extrêmement fortes, extrêmement utiles, très précieuses pour notre époque. C'est très profond par rapport à sa réflexion sur les questions.
il a, par ses publications, il a beaucoup publié avec le Codestria sur la culture, sur le dernier ouvrage, là, c'est un ouvrage sur la philosophie africaine, intitulé L'encre des savants, qui, même par le titre, montre que c'est quelqu'un d'érudit, qui s'est puisé d'une multitude de sources, parce qu'il a accès à la langue arabe, ce que beaucoup de chercheurs n'ont pas. Il a accès au français et à l'anglais, il est très à l'aise dans tous ces milieux-là. Et il a trouvé cet hadith du prophète qui disait que l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs. Et dans le contexte aujourd'hui où on parle de violence, de terrorisme, de Boko Haram et tout ça, il est extrêmement important de rappeler que cette association trop simpliste entre l'islam et cette violence-là, il y a dans l'islam et dans la source première de l'islam, et c'est pour ce qu'on sait, en tout cas celui qui nous a transmis, qui nous a fait connaître l'islam, c'est le prophète, cet hadith qui attache tellement d'importance au travail intellectuel, et on sait que le premier verset c'est apprenez, et donc ça c'est connu quoi. Aujourd'hui à cheval sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe et les Amériques, Souleymane Bachir Diagne est le prototype de cette multiculturalité si chère au président Léopold Sédar Senghor. Mais surtout, il reste un symbole et une référence dans l'espace intellectuel et même au-delà. Souleymane Bachir Diagne, pour tout vous dire, c'est un modèle. C'est un exemple au sens fort du mot, le sens latin d'exemple qui est exemplum, qui signifie vraiment un modèle de conduite non seulement intellectuelle mais un modèle de conduite morale. Voilà, on a tout dit aujourd'hui sur Souleymane Bachir Diagne. Il fait partie ça fait partie de mes références, de mes idoles, de mes exemples. Et puis c'est quelqu'un qui m'a également amené à approfondir mes connaissances en philosophie. J'ai travaillé sur Léopold Sédar Senghor d'une certaine manière grâce à lui. Et j'ai parfois eu l'occasion de le rencontrer et les discussions ont toujours été extrêmement fécondes. Voilà, c'est vraiment un très grand monsieur. Merci et retour sur le plateau après ce reportage sur le parcours ou quelques faits du parcours du professeur Souleymane Bachir Diagne et cette page publicitaire. Professeur, quel commentaire vous faites sur ce reportage où nous avons essayé de retracer quelques faits saillants de votre parcours? Écoutez, vous m'avez fait une excellente et une très belle surprise avec ce reportage et j'ai été heureux de retrouver des amis, des collègues, des personnalités pour lesquelles j'ai la plus grande admiration. Retrouver mon ami, collègue et frère Ebrima Sall, le secrétaire général du Codestria, mon jeune frère Abdourahmane Won, qui est également mon parent, et retrouver Amidou Kassé, qui est, comme il l'a dit, un de mes tout premiers étudiants. Vous voyez à la qualité de Amidou Kassé, à la trajectoire qui a été la sienne et qui est toujours la sienne aujourd'hui, quelle qualité d'étudiant j'ai pu avoir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai passé véritablement des années merveilleuses à avoir d'excellents étudiants qui sont devenus mes amis. J'ai je pense contribuer à la formation de la plupart des professeurs de philosophie actuels et certains d'ailleurs sont même des étudiants de mes étudiants et ça c'est la meilleure récompense que je puisse avoir que de compter d'anciens étudiants comme Amidou parmi mes amis parce que ce sont des personnes que j'admire, j'adore ce qu'il fait, ce qu'il écrit, j'espère qu'il trouve le temps malgré ses
ces charges que j'imagine absolument démesurées d'écrire. C'est une plume magnifique et un esprit analytique tout à fait admirable. Et donc j'étais ravi de les retrouver et j'étais ravi évidemment d'entendre ce qu'ils ont dit. Ils ont dit beaucoup de choses par amitié pour moi. Et auquel il croit aussi. Ils y croient, oui, parce que nous sommes véritablement ensemble et nous réfléchissons ensemble. Et par exemple, Ebrima, aussi bien que Hamidou d'ailleurs et Abdelrahman ont dit une chose tout à fait importante. Par la force des choses, je suis devenu un peu le visage de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et ils ont expliqué une chose qu'il faudrait que l'on comprenne. Deux choses en fait qu'il faudrait que l'on comprenne. La première, c'est que, c'est vrai, comme l'a dit Hamidou, nous vivons dans un monde qui est devenu un. Tout à fait. Et le CODESRIA, qui est le conseil qui regroupe les humanités et les sciences sociales sur notre continent africain, comme je le dis toujours, n'a jamais perdu aucun cerveau. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec le CODESRIA en intelligence avec tous mes collègues qui travaillent dans les humanités et les sciences sociales en Afrique, et que nous soyons dispersés, et c'est le sens étymologique de diaspora, c'est la dispersion, que nous soyons dispersés ne nous empêche pas de vivre en réseau et de penser ensemble en réseau. Autrement dit, je n'ai pas le sentiment d'avoir quitté une université pour une autre. J'ai toujours vécu dans les espaces académiques et j'apporte ma contribution à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça ne se sait pas beaucoup parce que je ne le clame pas, mais je suis en relation avec des étudiants que je suis. Que vous suivez régulièrement. J'ai suivi récemment, j'ai eu le bonheur de m'asseoir avec un étudiant pendant plusieurs heures, c'était au CODESRIA d'ailleurs, pour discuter un mémoire que cet étudiant écrivait. Ce mémoire touchait en grande partie mon propre travail. Il a fait un travail absolument admirable et je suis heureux d'avoir contribué avec lui à la qualité de ce qu'il avait fait. Il a d'ailleurs eu une excellente note et j'ai également des thésards. Beaucoup de mes anciens étudiants qui sont maintenant professeurs de philosophie dans les lycées, quand ils ont envie de continuer de faire une thèse, s'inscrivent avec moi. Donc j'en ai 2 ou 3 qui sont inscrits avec moi et que je suis. La seule chose que je ne fais pas, c'est évidemment continuer à donner cet enseignement de logique mathématique que je donnais. Vous avez eu avec Elhadj Kassé. Et Elhadj a fait référence tout à l'heure. Mais je suis heureux d'avoir eu comme étudiant et d'avoir formé ceux qui aujourd'hui donnent cet enseignement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout à fait. Et dans le reportage, on a beaucoup parlé de ce livre, justement l'encre des savants. Oui. Ebrima Sall nous a dit tout à l'heure que cela a été commandé par le CODESRIA. Je suis heureux qu'il m'ait passé cette commande. Effectivement, c'est un livre de commande. Ça devait être au départ un état de la littérature dans le domaine de la philosophie africaine. Et je crois avoir rempli ce contrat, c'est-à-dire que j'ai exposé ce qu'il en était des grandes problématiques de la philosophie africaine sur notre continent. Mais c'est par ailleurs aussi un livre tout à fait personnel parce que j'ai profité de cette occasion qui m'était offerte pour proposer moi-même un certain nombre de réflexions sur l'activité philosophique sur le continent africain. Et c'est vrai, pour l'instant c'est mon tout dernier qui est en train d'être traduit. Il est traduit là en anglais. Je suis en train de corriger la traduction anglaise qui a été faite par un jeune collègue canadien. Et il a été traduit en roumain. Avec mon autre livre, Comment philosopher en islam. L'actuel ambassadeur de Roumanie au Sénégal, qui se trouve être un philosophe, qui est traducteur d'ailleurs des grands philosophes français comme Derrida, etc., a contribué à la traduction de cet ouvrage en roumain. Et j'ai eu le plaisir d'aller en Roumanie il y a quelques mois pour le lancement du livre. Tout à fait. Et justement par rapport aux livres que vous avez eu à produire, il y en a eu
beaucoup, il y a l'encre des savants, il y a également Comment philosopher en islam, qui a également amené beaucoup de discussions dans le milieu philosophique, mais également dans le milieu de l'islam. Il y a également Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal, qui vous a beaucoup influencé, nous allons en parler tout à l'heure. Léopold Sédar Senghor également, qui vous a beaucoup influencé. L'art africain comme philosophie boule, qu'on peut appeler votre maître peut-être. Oui, c'était en plus Georges Boule, c'était mon premier livre. C'était ma thèse, de doctorat. Tout à fait. Et à partir de cette thèse, j'ai produit 2 livres sur Boule. Sur Boule, voilà. L'oiseau de nuit en plein jour et également 100 mots pour dire l'islam. Oui. Et diversité, pluralisme et rencontre en traduction. Il y a également philosophie en Afrique, logique pour philosophe, reconstruire le sens, texte et enjeux. Et donc également d'autres livres qui ont été traduits, comme Georges Boule, Les lois de la pensée, que vous avez traduit, un livre de Boule. J'ai traduit de l'anglais. Voilà, The Cultural Questioning Africa, avec Henri Osebi. Et vous êtes également auteur de plusieurs œuvres et revues et des sujets mathématiques et philosophiques, religieux et culturels, comme la diversité dont on a parlé tout à l'heure. Et en 2011, vous avez reçu le prix Édouard Glissant pour l'ensemble de vos œuvres. Et donc, nous allons parler de philosophie, puisque, je le disais tout à l'heure, Souleymane Bachir Diagne, c'est un visage de la philosophie mondiale. Et en islam, qu'est-ce qui vous a fait choisir la philosophie en tant que jeune élève à un moment où peut-être ce n'était pas une préoccupation majeure dans le cursus scolaire? Il y a toujours une part de hasard énorme dans les choix que l'on fait. Vous savez, j'ai fait une série C. Ça correspond à ce qu'aujourd'hui on appelle la série S1. S1, oui. Donc j'ai fait une série C et moi je me voyais ingénieur. Depuis la classe de seconde, je me voyais ingénieur. Et en terminale C, j'avais rencontré la philosophie, la réflexion philosophique, avec mon professeur, M. Amsat Assar, qui avait été mon professeur au lycée Van Vollenhoven. Et j'avais été attiré par ces disciplines qui correspondaient un peu à la tournure d'esprit spéculative qui était la mienne et que je devais probablement avoir hérité de mon père et de mes ancêtres qui étaient des théologiens, des lettrés de l'islam. Et comme j'avais eu également un parcours dans les humanités classiques, en français, en latin et en grec, et c'était des domaines où j'avais eu des distinctions au concours général, j'avais une hésitation qui s'était traduite par une double inscription. J'ai quitté le Sénégal pour aller en France sans savoir exactement où j'allais, où j'avais envie d'aller. J'avais une inscription au lycée Louis-le-Grand pour aller en Hippocagne, Écagne et faire les classes préparatoires et éventuellement me destiner à l'école normale supérieure, ce qui n'allait pas de soi parce que beaucoup d'éminents Sénégalais m'avaient précédé dans cette voie-là, qui avaient eu des parcours tout à fait brillants, mais qui n'étaient pas entrés à la rue du Loup. Il y avait donc cette voie qui s'ouvrait devant moi. Il y avait l'autre voie qui était que j'avais dans ma valise également une inscription à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon pour être ingénieur. Et donc, entre les deux, comme dit la chanson, mon cœur balançait. Et Louis-le-Grand commençait plus tôt. Donc je suis allé à Paris où se trouvait un de mes cousins qui m'accueillait, le professeur Ibn Diagne, qui a été professeur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en me disant bon, je vais en prépa et je vais voir où j'en suis vers la mi-septembre quand l'INSA va ouvrir. Et je suis resté. Je suis resté non sans hésitation encore une fois, et à un moment donné je suis allé voir le proviseur du lycée Louis-le-Grand et je lui avais simplement exposé mon dilemme en lui disant où j'en étais et quelles hésitations étaient les miennes, en lui disant j'envisage la possibilité de partir quand l'INSA va ouvrir ses portes et rejoindre l'INSA et mener une carrière d'ingénieur. Il m'avait parlé, c'était une très grande chance parce qu'il aurait pu considérer qu'il était simplement un chef d'établissement qui gérait des milliers d'élèves, il n'avait pas à s'investir auprès d'un élève en particulier. Mais cet homme a compris mes hésitations et m'a parlé comme un père.
et il m'a dit, je crois que vous avez la possibilité d'être le premier Sénégalais à entrer à la Lune. Il m'avait parlé de son propre frère, et il s'était partagé la tâche, lui-même avait suivi la voie des humanités, et son frère était entré à Polytechnique. C'était un moment où j'avais besoin que quelqu'un me parle de cette manière-là. C'était également un moment, vous savez, où on n'avait pas d'inquiétude à proprement parler en termes d'emploi. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la pression de trouver un emploi au terme de ses études, j'aurais sagement été faire une carrière d'ingénieur. Quand j'ai pris cette décision, mon père était ravi. Il n'avait pas trop insisté pour me pousser dans cette voie-là, mais il m'a dit, tu sais, je suis ravi que tu aies fait ce choix-là. Parce que ingénieur, c'est bien, tu crées des choses, mais je crois véritablement que tu es fait pour le commerce des idées. Voilà. C'était la manière de mon père de me pousser sans jamais me pousser. Il ne m'a obligé à rien. Et justement, jamais. Lui, il était Moukhadam, Tidjane. Mon père était Moukhadam. Vous avez choisi la philosophie. Et la philosophie, dans la compréhension populaire, c'est des athées. Entre guillemets, on les prend pour des athées. On les prend pour des athées. Lui, comment il a pris ce choix? Vous savez, mon père lui-même a été philosophe à un moment donné. La plupart des ouvrages de philosophie que j'ai lus en premier, je les ai toujours trouvés dans sa bibliothèque, y compris Nietzsche, l'athée devant l'éternel. Et donc, cette manière que la pensée pouvait avoir d'être exigeante vis-à-vis d'elle-même, d'être questionnante, d'être philosophe, il estimait qu'au contraire, c'était la meilleure manière d'avoir une foi affirmée. Il mettait en œuvre une chose que l'on retrouve chez le philosophe Abu Hamid al-Ghazali, qui dit que celui qui ne doute pas n'examine pas, et celui qui n'examine pas ne croit pas. Il faut savoir examiner. La foi la plus affermie repose d'abord sur la persuasion rationnelle. Il faut savoir persuader sa propre raison afin que la faculté humaine qui est au-delà de la raison soit éveillée à la vérité spirituelle de la religion et du texte coranique. Justement, en parlant de spirituel et de textes coraniques, vous avez été beaucoup influencé par Mohamed Iqbal. Et le premier livre que vous avez lu d'ailleurs, c'est dans la bibliothèque de votre père. C'est dans la bibliothèque de mon père que j'ai trouvé. Pourquoi il a changé votre vision par rapport à l'islam? Vous savez, j'ai trouvé en Mohamed Iqbal un auteur qui me révélait à moi-même ce que je pensais. C'est cela les rencontres les plus importantes que l'on fait avec des auteurs, qu'il s'agisse d'auteurs philosophiques, dans le domaine de la philosophie proprement dite, l'histoire de la philosophie, dans le domaine de la religion. Le bon livre ou le bon auteur, c'est celui qui vous indique à vous-même ce que vous pensez, qui vous met en relation avec votre propre pensée, avec votre propre vérité. Iqbal, la pensée d'Iqbal tourne autour de la notion du temps. Et le temps, c'est une de mes obsessions. Les deux concepts les plus importants dans le travail que je fais, et qui sont d'ailleurs liés d'une certaine façon, c'est le concept de temps et le concept de traduction. De traduction conçue au sens de rencontre entre les cultures et entre les langues. Cette manière de mettre en contact les unes avec les autres, les cultures et les langues. Et dans Iqbal, j'ai trouvé une pensée de l'islam profondément ancrée dans la religion et également profondément ouverte sur la réflexion philosophique et sur notre propre monde moderne. Je crois que c'est de ce point de vue-là l'un des auteurs en termes de pensée les plus importants de notre temps. Et lui-même d'ailleurs avait le sentiment que son œuvre s'adressait, disait-il, à une génération encore à venir. Et j'ai le sentiment que nous sommes cette génération qui doit s'emparer de la pensée de Mohamed Iqbal, parce que la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, pour reprendre son titre le plus important, sera au prix de la compréhension profonde de la réflexion d'Iqbal sur le temps. Que signifie que la parole éternelle de Dieu soit engagée dans le temps? Ça, c'est une question à laquelle il faut savoir répondre. Eh bien, il nous enseigne à bien poser cette question, à bien l'articuler et à essayer d'y trouver des réponses. Et c'est la raison pour laquelle la rencontre avec la pensée d'Iqbal a été pour moi une rencontre extrêmement importante et décisive. D'autant que Iqbal
était lui-même en conversation philosophique avec le philosophe français Henri Bergson. C'était très important. Sa rencontre avec Bergson lui avait permis à lui aussi d'exprimer dans le langage philosophique de son temps ce qui avait été ses intuitions dans sa lecture ou sa relecture de la tradition islamique. Tout à fait. Et en rencontrant donc Iqbal, je re-rencontrais Bergson, qui avait été un auteur qui m'avait marqué, mais sans plus, au moment en particulier où je l'avais étudié pour le programme d'agrégation, etc. Et via Bergson, j'ai fait également le retour à Senghor, qui est un bergsonien. Autrement dit, j'ai trouvé dans cette conjoncture que je viens de vous décrire à grands traits, c'est effectué cette rencontre, ce triangle entre Bergson, Iqbal et Senghor pour des raisons totalement différentes. Et c'était important de voir en quoi un philosophe comme Bergson, qui était un philosophe né juif, attiré par le catholicisme. Il est allé jusqu'au bord de la conversion au catholicisme, mais sans se convertir, parce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et comme il l'avait dit, il voulait rester avec ceux qui seraient persécutés. Ça aurait été plus simple pour lui, étant le philosophe éminent qu'il était, de se convertir au catholicisme, de sortir du judaïsme, et donc de ne pas être soumis à d'être protégé de la violence meurtrière des nazis. Il avait voulu rester avec le peuple juif et porter l'étoile jaune, bien que sa situation de philosophe de renommée internationale l'ait en quelque sorte protégé de la violence nazie. Mais je trouvais important que ce philosophe-là ait eu une importance réelle pour la pensée du catholique Senghor et du musulman Mohamed Iqbal. Et voir la manière dont sa pensée a été décisive pour ces deux auteurs, l'Indien et le Sénégalais, est également un aspect très important du travail que j'ai mené, et c'est la raison pour laquelle j'ai produit le livre dont vous venez de parler, qui était Bergson postcolonial, qui à l'origine d'ailleurs était une série de conférences que j'ai données au Collège de France. Au Collège de France. Vous avez créé cet enseignement sur la philosophie islamique en islam, ou en islam, c'est les termes que vous utilisez. Oui. Et quel besoin aviez-vous perçu et qui vous a poussé à le créer à l'époque, d'abord ici je crois au Sénégal, et ensuite aux États-Unis? Oui, vous savez, mon ami Elhaj Kassé le disait tout à l'heure, quand je suis rentré au Sénégal frais et moulu de l'agrégation et de ma thèse sur l'algèbre de la logique, mon but c'était de créer ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar un enseignement de philosophie des sciences, un enseignement de logique mathématique, parce que je trouvais que c'était des aspects de l'enseignement philosophique importants, et je voulais qu'ils existent dans mon pays et dans l'université où j'enseignerai chez moi. Je suis heureux d'avoir créé ces enseignements-là, comme je vous l'ai dit, et d'avoir formé ceux qui assurent ces enseignements aujourd'hui. Mais vous décidez de ce sur quoi vous voulez travailler, et la vie et les circonstances aussi décident pour vous de la direction que vos réflexions vont prendre. Vous ne pouvez pas, dans le monde où nous vivons, être un intellectuel musulman, philosophe, et ne pas, à un moment donné, parler de l'islam. Vous pouvez, par exemple, vous dire, bon, la religion c'est une chose, moi je vis ma vie de philosophe, je vais avoir ma réflexion sur l'algèbre de la logique de Boole, écrire sur Leibniz, écrire le 100e livre de réflexion sur la comparaison entre Leibniz et Boole, etc. Ça a son intérêt, il faut le faire, et je le fais aussi. Je continue dans cette voie de l'histoire de la philosophie et de la logique algébrique. Mais vous ne pouvez pas tourner le dos à la responsabilité qui est la vôtre de poser les questions qui sont importantes pour le monde de l'islam. Parce que c'est votre monde, c'est votre spiritualité, c'est votre intériorité, c'est votre foi. Et nous vivons une époque où cette intériorité, cette foi, cette spiritualité sont en question, sont également soumis à l'épreuve. Il y a une épreuve que les musulmans subissent aujourd'hui
en tant que musulmans. Parce que d'abord, ils sont en but à la violence, qui s'exerce d'abord sur eux. Ils sont accusés d'avoir une religion qui est la cause de cette violence. Et donc, vous vous trouvez, si vous voulez, coincé entre la réprobation naturelle qui est la vôtre devant des actes de sauvagerie pure et simple, et également vous êtes en but contre l'islamophobie qui se développe dans beaucoup de sociétés. Donc, il y va de votre responsabilité de vous dire, ok, en tant que philosophe musulman, en tant qu'intellectuel musulman, que dois-je dire? Est-ce que j'ai quelque chose à dire au monde de ma religion? Est-ce que j'ai quelque chose à dire de mes co-religionnaires également, de la religion qui est la nôtre? Tout à fait. Et une dernière question sur la philosophie avant de passer rapidement à l'enseignement. On ne peut pas ne pas en parler. Et vous vous êtes installé aux États-Unis après le 11 septembre. Et vous enseignez la philosophie islamique. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites du rapport de la société américaine à l'islam? Si, vous savez, les Américains, le monde académique américain, je ne parlerai pas des Américains en général, l'Amérique c'est immense, c'est un continent. Tout à fait. Mais le monde académique américain, celui-là je le connais. Et le monde académique américain a développé une curiosité tout à fait saine vis-à-vis de l'islam. Les enseignements que je donne dans le domaine de la philosophie en islam sont des enseignements qui sont très courus, très demandés, très prisés. Et j'ai été heureux de donner cet enseignement-là, de le commencer ici à Dakar, de le donner à Chicago et de le donner aujourd'hui à New York, à Columbia. Et je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a quelques années, quand j'étais à Northwestern, les alumni, c'est-à-dire les anciens de Northwestern, m'avaient demandé de donner un cours qui serait un cours général, pas seulement mes cours qui sont comptés pour mes étudiants, mais un cours plus général où les anciens étudiants, pour la plupart d'entre eux, ils sont devenus des entrepreneurs, des médecins, des dentistes, etc., reviendraient pour avoir un enseignement qui leur expliquerait ce qu'il en est de l'islam, de ses différentes dimensions, etc. Et ceux qui m'avaient demandé de donner cet enseignement m'ont dit, écoutez, en général, on crée ce genre de séminaire, on compte à peu près une vingtaine d'étudiants, des choses comme ça. Mais nous pensons qu'il y aura de l'intérêt pour le vôtre, nous allons donc chercher une salle plus grande pour qu'il y ait la possibilité d'avoir une centaine d'auditeurs. Il a fallu ensuite trouver une salle encore plus grande pour en avoir à peu près 500. 100, ça leur semblait déjà beaucoup. Et 500. Là, il s'agissait de 500 personnes qui voulaient venir suivre ce séminaire que j'allais assurer. Et donc, c'est pour vous donner un sens de l'intérêt qui est porté à la réflexion sur l'islam, à la nature de l'islam. Il y a une curiosité toute naturelle, si vous voulez, de la part des Américains de ce point de vue-là. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait admirable. Ça vous donne la possibilité d'expliquer autant que vous le pouvez, autant que vos connaissances à vous le permettent, ce qu'est l'islam. Et on me fait signe qu'il nous reste quelques minutes, si ce n'est pas terminé, mais on va parler de l'enseignement public. Vous êtes un produit de l'enseignement public, un digne produit de l'enseignement public. Aujourd'hui, c'est un enseignement qui a perdu de sa qualité. De votre point de vue, qu'est-ce qui explique, selon vous, je dirais pas ce déficit au niveau de l'enseignement public, jusqu'à aujourd'hui, que l'enseignement privé prenne le pas? Si on veut chercher une seule cause, parce qu'il est très difficile de mettre le doigt sur une seule cause, mais si vous m'obligez à vous donner une seule cause, je vous dirai démographie, démographie, démographie. Dans le sens suivant, nous sommes des sociétés jeunes, nous sommes des sociétés de ce point de vue-là en ébullition et en croissance permanente. Et cela veut dire qu'il faut un rythme de construction d'infrastructures et un rythme de formation de formateurs pour l'éducation qui est un rythme soutenu. Et malheureusement, nous avons de ce point de vue-là accusé un retard pendant plusieurs années qui était peut-être inévitable. Et à un moment donné, il a fallu s'empresser de former sur le tas
et de faire l'effort de mettre un maître devant tous les élèves qui se présentaient à nous. Ce phénomène qu'on a appelé la massification est une des explications, une des causes de la nature de notre système d'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, nous avons dû à un moment donné recruter à la va-vite des volontaires et des vacataires qui n'avaient pas le niveau. Alors ici ajouter qu'on a sous prétexte, comment ça s'appelle, des quotas d'urgence ou quelque chose comme ça, un nom magnifique mais qui au fond recouvrait qui était une coquille vide. Donc nous avons eu à un moment donné des problèmes de formateurs et le niveau s'en est ressenti, la qualité de l'enseignement s'en est ressentie et c'est l'enseignement public qui souffre dans ces cas-là. Les classes moyennes essayent d'éviter l'enseignement public et elles ont raison. Je veux dire, ce serait irresponsable de la part d'un parent de ne pas mettre ses enfants dans les meilleures conditions possibles. Si vous devez éviter l'enseignement public, même au prix de sacrifice, évitez-le. Si vous voulez éviter également l'enseignement public universitaire, évitez-le. Il y a des poches d'excellence à l'université de Dakar et dans les autres universités, c'est indéniable. Et il y a également des étudiants qui de toute façon ont la volonté de réussir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces étudiants se trouvent. Donc ça aussi c'est indéniable. Ce sont ces poches-là qu'il faut maintenant élargir et faire en sorte que les réformes aidant, le système retrouve la voie de l'excellence parce que nous avons une tradition scolaire, éducative solide. Il faut donc que nous fassions en sorte que cette tradition, si vous voulez, reproduise l'énergie qui va nous permettre d'avoir de la qualité de nouveau. Et vous avez été au centre des dernières concertations 2013, la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces concertations? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre justement pour permettre à cet enseignement public de retrouver cette qualité? Vous savez, nous n'avons pas été chercher des solutions auxquelles personne n'avait pensé dans une espèce de ciel des idées. Nous avons pour l'essentiel d'ailleurs voulu être tout à fait réaliste et pragmatique en regardant ce qui marchait le mieux dans notre système déjà. Il y avait des choses qui étaient là en place. Il y avait une utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui commençait à faire tache d'huile. Il y avait une orientation vers les enseignements des mathématiques, des sciences de l'ingénieur, de la technologie, etc., qui était également là. Nous avons de manière systématique simplement mis ensemble ce qu'on appelle les best practices en anglais, les meilleures pratiques possibles, et nous avons essayé de faire un système cohérent qui obéisse à deux critères. Premièrement, le critère d'universalité. L'université, ce n'est pas notre création. L'université, cela obéit à des règles internationales. Vous ne pouvez pas vous appeler université et ne pas avoir les mêmes critères que les universités dans le monde entier. Je ne peux pas accepter l'idée que l'UCAD soit une université au rabais et qu'une licence de l'UCAD ne vaille pas la même chose que le billet que je donne à mes étudiants à Columbia University. Nous sommes dans le même monde. Donc, quelle que soit la différence dans les conditions et quelle que soit la crise dans laquelle nous vivons par ailleurs, nous devons avoir les mêmes exigences que tout le monde. Donc ça, c'était un premier critère. Et le deuxième critère, c'était, encore une fois, de partir de l'existant, que nous connaissions tous très bien. Nous étions une équipe très soudée, soudée par l'amitié de 14 pour le comité de pilotage. Et nous avons pu, à ce moment-là, mettre ensemble un certain nombre de réflexions préliminaires, parce qu'encore une fois, il ne s'agissait pas pour nous d'imposer quoi que ce soit, il fallait faire en sorte que la communauté universitaire dans son ensemble, enseignants, enseignés, personnel administratif, technique, etc., et les parents et la société sénégalaise de manière générale, soient véritablement les auteurs
de toutes les propositions qui allaient être proposées. Et nous avons réussi à avoir cela. Sur quelques points, il y a eu des difficultés, mais pour l'essentiel, ça a été une réflexion consensuelle. Vous savez, dès lors que vous êtes rationnel, dès lors que vous cherchez des solutions raisonnables, et dès lors que vous vous adressez à l'intelligence de ceux qui vous écoutent, vous finissez par être convaincant. Et donc, c'est un monde de passion, le monde de l'université. C'est un monde extrêmement politisé. C'est un monde où les acteurs ne sont pas toujours très regardants sur la vérité. Quelqu'un peut vous raconter des histoires, inventer des choses pour mettre les étudiants en mouvement, etc. Il faut le savoir. Une fois que vous le savez, vous vous dites, au fond, ce qui est rationnel et ce qui est raisonnable finit toujours par trouver le chemin des intelligences et des cœurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Plus personne ne dit que les réformes ne sont pas bonnes, plus personne ne dit que les réformes ne sont pas nécessaires. La mise en œuvre peut poser des problèmes, mais nous sommes dans une phase de réforme avec un gouvernement qui est décidé, avec des étudiants, me semble-t-il, qui sont convaincus, et il faut espérer que l'université publique se redresse à cause de ça, parce qu'il y va de l'égalité. L'égalité va se jouer à l'université publique. J'ai parlé pour tout le monde, mais bien sûr, le privé, vous savez, y vont ceux qui ont les moyens d'y aller. Tout à fait. Et si les élites décident de se reproduire dans les filières privées et dans les filières étrangères, ça veut dire que ceux qui seront dans les filières publiques et qui resteront ici seront des laissés pour compte de l'éducation. Seront lésés dès le début. Une dernière question, ce qui s'est passé à l'université avec le président de la République, quelle lecture en tant qu'enseignant vous en faites? Je crois que tout le monde a vu cela avec beaucoup de consternation. Je crois que la consternation est le sentiment le plus partagé aujourd'hui, et je pense que d'ailleurs même ceux qui ont jeté des pierres sur le cortège présidentiel, s'ils ne l'ont pas ressenti immédiatement après, doivent ressentir aujourd'hui que c'était non seulement une erreur, mais une véritable faute. Tout à fait. Merci, professeur Souleymane Bachir Diagne. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été cité parmi les 50 penseurs de notre temps, c'est-à-dire qui traversent le siècle? Je me suis dit, ce n'est pas vrai, mais ça veut dire que ça me donne un but. Il faut que je fasse en sorte que cette affirmation devienne vraie. Merci, professeur. Merci. Merci. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. On vous a gâché un peu vos vacances, puisque vous êtes là depuis quelques jours. Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances avant votre retour à Columbia, à University. Merci également à ces étudiants qui sont venus amenés par Mamadou Siriba, des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également des membres de l'association Djeder. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également à nos amis et collègues du CODESRIA, à votre ancien étudiant El Hadj Amidou Kassé, qui a été aussi mon professeur. Merci aussi au public, je le disais tout à l'heure. Merci à nos partenaires du Goethe Institut où nous faisons cette émission Champion avec le directeur professeur Michael Gisman et l'ensemble de ses collaborateurs. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission menée par Anta Diaw, ainsi qu'à l'équipe de FC Média. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre champion. Au revoir à tous.